92, Alain Touraine, qui était le directeur de mon laboratoire j'y vais. Ah non, pas fort. Plus fort. Plus fort. Voilà. Alain Touraine était le directeur du laboratoire dans lequel je travaillais, le CADIS, Centre d'intervention et d'analyse sociologique du CNRS, me dit voilà, je rentre de Bruxelles et il y a la création d'un réseau sur les femmes dans la prise de décision. Ce réseau sera une femme par pays, à l'époque 12 pays de l'Union, et j'ai proposé votre nom. Donc j'ai été membre de ce réseau européen. Et ce réseau européen a été une fantastique aventure. Nous étions donc 12 chercheurs, en fait, 12 chercheuses, et on nous a demandé de faire l'état statistique des femmes dans les lieux de décision. On a beaucoup travaillé, c'était pas simple. En France, les statistiques sexuées, par exemple, au plan politique, n'existaient pas. Donc, il a fallu que je me batte pour avoir des statistiques sexuées. Et il y a eu une grande conférence à Athènes, en novembre 92, sur les résultats de nos enquêtes dans les 12 pays sur les statistiques des femmes, notamment dans la politique, un colloque, et à la fin, nous avions invité des femmes politiques des 12 pays de l'Union. Pour la France, Simone Veil et Edith Cresson, qui ont signé un texte que nous avions préparé, disant que la démocratie supposait la parité des femmes et des hommes. Et ça a été un choc dans les mouvements de femmes ici, les réseaux de femmes qui a eu un rôle extrêmement important pour diffuser l'idée de parité. Et de mon côté, j'avais des étudiants étrangers qui devaient, dans mon séminaire, remettre à la fin de l'année un mémoire. Bon. Et donc je les avais réunis, c'était une dizaine, en leur disant, ben voilà, moi je vous suggère une recherche, une enquête. Il y a en France des mouvements qu'on appelle les mouvements de femmes, à la différence des mouvements féministes, des mouvements de femmes qui ne sont pas considérés comme féministes, qui sont les femmes, la VISO, les femmes juives, l'UFCS, les femmes catholiques, etc. Donc, je vous donne à chacun une de ces organisations de femmes et faites une enquête sur ce qu'ils sont. Et quand on a eu le rendu de l'enquête, on a eu un grand séminaire sur la question. Ce qui nous a absolument fascinés, c'est que ces réseaux mis bout à bout représentaient 2 millions de femmes. Incroyable, oui. 2 millions de femmes. Donc, je décide d'inviter les 5 ou 6 présidentes de ces réseaux, de ces organisations de femmes chez moi, pour leur dire, ben voilà, voilà les résultats de notre enquête, les étudiants étaient là, bon, on vous les présente. Qu'est-ce que vous pensez de la parité? Et là, surprise, on est pour la parité. Tout le monde? Tout le monde. Oui.
alors, c'est assez drôle parce que j'avais préparé un texte. Justement, on est pour la parité. J'ai ça sûrement dans mon ordinateur. Est-ce que vous êtes prête à le signer et à le diffuser dans vos réseaux? Immédiatement, d'accord. Et c'est complètement hors parti politique. Et donc, ces femmes diffusent ce texte avec enthousiasme, demandent à leurs adhérentes dans les différentes régions et départements de faire des conférences de presse pour présenter cette idée. Ça, c'était en 92, 93, 92. Et ça fait... c'était des femmes de droite, des femmes de gauche qui font des conférences de presse, qui vont voir leurs députés, leurs maires, etc. et leur dire il faut la parité. Alors dans le texte que nous avions élaboré, il y avait des désaccords entre les femmes sur est-ce qu'il faut une obligation législative ou pas. Donc la question n'était pas posée. C'était il faut la parité. Voilà. Et donc ça fait un buzz absolument fou, quoi. Absolument fou. Et c'est comme ça que la parité est devenue un thème du féminisme en France. On fait des colloques, dont un grand colloque en 93 qui a été publié aux éditions de l'Harmattan, et c'est comme ça que la parité, bon voilà. Et alors il y avait à la fois le travail de chercheuse que je faisais, et en même temps cette animation d'un mouvement social. Avec je n'étais plus élue, mais quand même j'étais personnalité du Parti socialiste, un agacement du Parti socialiste à mon égard, mais qui a été obligé de prendre en considération ce mouvement social qui a été pour moi, pour nous, pour celles qui l'avons mené, quelque chose d'absolument formidable. Oui, et où est-ce que vous en êtes maintenant? Cette parité, est-ce que c'est à peu près gagné, ou est-ce qu'il y en a encore des choses à faire? Non seulement c'est pas gagné, mais il y a un risque très très fort de backlash. Ça n'a jamais été gagné, puisque c'était uniquement pour les élections à la proportionnelle de liste qu'il y avait la parité, mais pour une partie du Sénat et pour l'Assemblée nationale, c'est le scrutin uninominal. Donc on dit aux partis, si vous perdez pour l'Assemblée nationale, si vous n'avez pas 50% de candidates, vous perdez des financements publics, mais ils préfèrent perdre de l'argent plutôt que de présenter autant de femmes que d'hommes. Et quand ils présentent des femmes, c'est majoritairement dans des circonscriptions qui ne seront pas gagnées par leur parti. Et en plus, il y a une nouvelle loi qui a été votée au mois de juin 2010 qui crée des conseillers territoriaux à la place des conseillers généraux et des conseillers régionaux, ces derniers étant élus à la proportionnelle, où il y avait dans les conseillers régionaux 49% de femmes. Ça s'est terminé. Il va y avoir des conseillers territoriaux élus au scrutin uninominal, donc sans doute pas plus de 10% de femmes. Donc, mais je vois sur Internet là, les femmes de droite et de gauche se révoltent, quoi. Voilà. Ça va pas rester comme ça longtemps.
Et nous continuons avec un certain nombre de collègues et d'étudiants à regarder ce qu'est la parité au plan politique. Voilà, on fait des études là-dessus, très intéressant. Par exemple, sur les municipales où la parité est obligatoire. Éric Fassin, par exemple, a mené une étude de l'application de la loi qui montre que les têtes de liste majoritairement mâles choisissent des femmes qui ne sont pas dans leur parti, des femmes de la société civile, en pensant qu'elles seront plus dociles. Voilà, non. C'est compris. Merci. Quelles sont les personnes emblématiques ou marquantes qui ont influencé votre travail et votre vie? Pas beaucoup, elles ne sont pas nombreuses. Je veux dire, Michel Perrault, bien sûr. Michel Perrault, mais historienne et qui a émergé quand j'étais déjà élue. Moi, je ne connaissais rien sur l'histoire des femmes. Elle nous a permis d'y réfléchir et d'y travailler. Voilà, Michel Perrault. Michel Perrault, d'accord. Sans rentrer dans les détails trop intimes de votre vie, pensez-vous que ces idées féministes aient pu avoir ou ont encore un impact sur votre vie personnelle? Bien sûr. Et pouvez-vous décrire comment? Je suis devenue vraiment féministe quand je l'étais déjà, sûrement un peu. Quand je suis rentrée, quand j'étais reçue à l'école nationale d'administration, 1972, 73, où nous étions 7% de femmes, 93% de garçons, et où le directeur de l'école nous a accueillis en nous traitant de jeunes messieurs. J'ai eu un choc. Voilà, et j'ai fait ma première campagne électorale en 1973, campagne très locale pour les élections cantonales, et j'ai fait campagne dans la circonscription de Dreux, où il y avait des communes rurales, et c'était l'époque où commençait le débat sur l'avortement, et j'étais absolument, j'avais 28 ans, 27 ans, 28 ans, et j'allais dans les communes rurales où il y avait comme personnes présentes pour les meetings, petits meetings dans les mairies, des hommes, et derrière quelques femmes. Et quand je parlais, elles ne posaient pas de questions, et quand moi je parlais de la nécessité d'une loi sur l'avortement, je voyais que c'était pour ça qu'elles étaient venues. Et pour moi, ça a été vraiment un moment où j'ai commencé à travailler sur cette question des inégalités, du machisme. Bien sûr. Et ces femmes qui étaient là, des paysannes, et qui étaient venues pour ça. Et je disais, voilà, je me bats aussi. C'est pas pour les élections locales, ce sera pour les élections nationales, mais je me bats aussi pour que l'avortement soit dépénalisé, parce que je me souviens, ma mère a avorté. J'étais enfant, on me disait rien, je savais que ça se passait. Et je voyais ces femmes qui étaient émues. Ouais.
Et elles ont voté pour moi, même si elles étaient plutôt de droite comme leur mari. Ah oui, c'est très important cette mission. Selon vous, quels sont les apports du féminisme dans la société aujourd'hui? Oh, c'est une question trop compliquée, ça, non? Alors, il y en a encore? Non, je vais vous dire. Ce que je ressens, moi, aujourd'hui, les apports du féminisme, c'est qu'il y a une nouvelle génération féministe. Quoi? Une nouvelle génération féministe. Qui se défile, voilà. Qui se différemment. Ouais. Pour moi, c'est qui n'est pas la même, qui n'est pas toujours d'accord avec moi, mais qui est là, et je trouve ça formidable. Oui, ok. En fait, c'était la prochaine question. Compte tenu de votre expérience, comment est-ce que vous pouvez définir le féminisme d'hier et celui d'aujourd'hui? Là aussi, c'est une question difficile sur laquelle j'ai plutôt envie de travailler. Je veux dire, je ne peux pas répondre scientifiquement à votre question. En France, en tout cas, ce qui me frappe, c'est que, à la différence du féminisme des années 70, dont j'étais un peu exclue, parce que c'était des féministes qui s'étaient sortis de l'extrême gauche, et que moi, comme j'étais dans un parti politique, j'étais un peu suspecte. Je trouve le féminisme d'aujourd'hui très modéré. Voilà. Ouais. Mais bon, je suis très très liée pour plein de raisons aux femmes qui portent une barbe. Voilà, à la barbe. Oui. Parce que ce sont plusieurs d'entre elles des filles qui sont sorties de mon séminaire. Voilà. Une barbe, est-ce que c'est la barbe? Vraiment une barbe ou Vous connaissez le site? Non. Je vais vous l'envoyer. D'accord. Qui s'appelle La Barbe et qui fait d'ailleurs des émules au Mexique et ailleurs aujourd'hui. Elles font des happenings un peu partout. Ah oui, maintenant. Voilà, dans des assemblées, elles mettent une barbe. Voilà. Et bon, donc ce sont mes filles, quoi. Elles sortent pour plusieurs d'entre elles de l'origine et mon séminaire. Sur l'instant, j'étais un peu étonnée. Et je crois que c'est symptomatique d'une nouvelle génération qui n'est pas l'extrême gauche ou refusant la politique comme dans les années 70, et je vois naître une nouvelle génération qui est formidable. Voilà. Ah, ça c'est très bien. C'est peut-être pas à vous, mais selon vous, quel terrain devraient explorer ces jeunes chercheurs pour faire évoluer les idées féministes? Là encore, c'est très difficile de répondre parce que c'est tous les terrains. Je veux dire, j'étais tout à l'heure, je disais mes mails, c'est la question de la langue, c'est la question des sciences, il va y aura un colloque que je viens d'apprendre, malheureusement je ne serai pas en France, sur le sexe du corps. Bon, voilà, donc tout est ouvert et c'est génial. C'est génial.
pouvez-vous conseiller à un public désireux d'approfondir la question du féminisme en France? Il faudrait que je sois devant mon ordi. Hein. Et déjà, j'ai vu votre liste depuis le séminaire. Oui, et sur l'histoire, je veux dire, il faut lire Michel Perrault, il faut lire Éliane Viennot, il faut lire... tellement... je ne voudrais pas en oublier, il y en a trop sur les sites web. Alors voilà, la barbe. D'accord. Je vais chercher sur ce site web tout de suite. Voilà. Bon, merci, c'est tout pour les questions formelles. Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas posées, que vous avez peut-être préparées ou vous avez pensé peut-être que je poserai? Non, parce que je n'ai pas préparé. Je suis en train de me préparer à faire mes valises pour Berkeley. Et voilà. Qu'est-ce que vous faites à Berkeley? Je m'occupe, je vis comme... on le sait avec une femme qui a des enfants, des petits-enfants. Je vais faire du babysitting, beaucoup, à Berkeley, et j'ai des relations avec les féministes à Berkeley, à l'université. Voilà. Et j'écris. Oui. Merci beaucoup pour cette partage. J'essaie d'écrire un livre sur le fratriarcat. Ah oui, ça doit être passionnant. Merci Ok. beaucoup. Et,